La grille de départ prend forme. Ça va aller vite. Seulement 60 minutes pour compléter la course. L'Épingle, le podcast. Avec Greg, Pag et Jean-Max. Le podcast sur la course automobile. Une présentation de la Commission athlétique. Bienvenue dans l'Épingle, l'épisode, je me souviens plus quoi, c'est l'épisode Imola maintenant. Tu te rappelles du numéro de notre épisode, mon cher Pag? C'est 8. Tu penses que c'est 8, hein? Là, il va sortir son téléphone pour aller regarder sur Spotify ou sur Apple Music ou YouTube ou peu importe. Mais pendant que notre cher Pag Racing, Pierre-Alexandre Girard, s'en va chercher le numéro de notre épisode, qui est pas bien grave finalement, on vous rappelle que si vous cherchez un camion, le meilleur endroit, c'est Paillé. Vous préférez un Dodge, un Jeep, un Ram, un GMC ou un Chevrolet? Maintenant, c'est possible sur paillé.ca. OK. Paillé! Greg, on est au Lucky Number 7. Lucky number 7, hein? Donc, Ouais. le chiffre chanceux numéro 7. Voilà. Incroyable. Tu vas bien? Ça va super bien, toi aussi? Ça va bien, merci beaucoup. Écoute, c'est semaine post-course, mais c'est aussi semaine de course. On part de Imola, on s'en va à Monaco. Deux circuits où les dépassements sont nombreux. Si vous aimez les courses avec des dépassements, ces 2 semaines-là, c'est pas les semaines où vous allez le plus triper en Formule 1. Ben, c'est-à-dire qu'il faut regarder le samedi absolument. C'est la meilleure journée, comme on a Exact. vu à Imola. Quelle belle journée de qualification on a vécu samedi, où est-ce qu'il y avait moins d'un dixième qui séparait les 3 premiers pilotes. C'était absolument incroyable. Et ça promet pour Monaco, c'est sûr et certain. Ça promet pour Monaco, ça promet pour la journée de samedi. Bon, Monaco va rester Monaco, toujours un Grand Prix qui est unique. Tu sais, c'est pas la course la plus spectaculaire à regarder, c'est pas... mais tout ce qui entoure la Formule 1, tu sais, si vous regardez les médias sociaux, ce que les pilotes font, là, on a vu, il y a tout juste quelques heures, quelques minutes, McLaren sortir leur voiture spéciale en l'honneur d'Ayrton Senna. J'ai vu dans les dernières minutes que Lando Norris fera également un casque spécial aussi. Il aime beaucoup faire ça également. Le pilote de l'heure, pas mal en Formule 1, Lando Norris. Je trouve ça vraiment le fun de dire ça. Donc, c'est excitant. Surtout à venir à Montréal, tu l'as dit, cette lutte-là qu'on a eue en qualification fin de semaine, mais maintenant aussi cette lutte à 3 écuries où il y a une possibilité d'aller chercher des courses, d'aller les gagner. La domination de Red Bull, même si on a amené des améliorations puis qu'on va en amener d'autres encore une fois dans les prochaines courses, on aura la chance d'en parler un petit peu plus tard, juste avant. Pag, on tient à remercier Best Buy, notre fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique, ainsi que le complexe J.C. Perrault pour tous les meubles. Tu sais, vous voyez, on est bien assis ici dans ces magnifiques divans. Vous pouvez encourager l'OBNL du complexe J.C. Perrault qui supporte la persévérance scolaire chez les jeunes en loi, une des 2 glaces, à Saint-Roch-de-la-Chigan. J'ai envie de parler de la course, mais il y a tellement de trucs qui se passent à l'extérieur de la course. Maintenant, partout dans le paddock, moi, je me rappelle pas avoir eu autant de nouvelles puis autant de rumeurs que cette semaine et surtout autant de... Je vais dire autant de drames. Tu sais, oui, on a vu le drame chez Red Bull, ce qui se passe chez Mercedes, ça, on est comme habitué, tu sais. Mais tout ce qui se passe présentement chez toutes les écuries qui sont impliquées, ça rend le tout extrêmement intéressant. Donc, on va vous en parler tout de suite après notre petite récapitulation de la course. Puis après ça, on a un invité très spécial qui va joindre à l'émission. Vous avez remarqué que Jean-Maxime n'est pas là cette semaine. Il sera de retour, bien sûr, après le Grand Prix de Monaco la semaine prochaine. On vous annonce qu'on sera au Grand Prix du Canada avec... on sera là sur le site aussi pour tout couvrir au niveau médiatique, mais on fera une émission spéciale en direct de l'île Sainte-Hélène aussi, dès le samedi après-midi, après les qualifications. On a hâte de vous rencontrer là-bas, de jaser F1 avec vous autres, puis de triper et d'avoir du fun pour cette passion qui nous unit tous, qui est la Formule 1. Vraiment. Moi, ça fait très longtemps que je peux aller au Grand Prix. Auparavant, j'étais ici en studio, puis même depuis la pandémie, tous les billets ont été reconduits
Donc, si tu avais acheté un billet pendant la pandémie, ça a été cancellé 2 ans de suite. Ouais. Ça a été... Fait que là, c'était sold out, par-dessus sold out, par-dessus sold out. C'est extrêmement difficile d'aller au Grand Prix du Canada. Donc, c'est une belle opportunité, enfin, de pouvoir y aller. Je suis très content de pouvoir y retourner. Je suis retourné en 2022 et avant ça, ça faisait moi aussi quelques années que j'y avais été. J'ai été tellement souvent avec mon papa aussi et dans les années suivantes aussi avec des amis, mais tellement heureux d'y avoir été en 2022 puis j'ai hâte de voir ça également sous un autre jour en 2024. Je disais qu'on a un invité spécial qui s'en vient plus tard, c'est Frédéric Vallée, un jeune ingénieur d'ici qui travaille chez Red Bull, là-bas, dans les usines à Milton Keynes. Donc, vous allez voir, c'est super intéressant, lui, sa perspective. On a réalisé cette entrevue-là après le Grand Prix de Miami. Donc, ça fait déjà quelques jours, mais je pense que c'est quand même toujours d'actualité. Puis, d'autant plus qu'en fin de semaine, Max a gagné encore. Lando était derrière. Mais de voir, parce qu'on va en jaser beaucoup, là, justement, ça fait un beau lien vers cette course-là, où est-ce qu'on sent que McLaren se rapproche énormément de Red Bull en ce moment. Tu sais, quelle est la perspective dans les usines là-bas? Oui, Max a gagné. Tu sais, Max qui a dit récemment également que voulu gagner par plus que 20 secondes, il trouvait ça plus intéressant. Il dit, j'ai trop coursé dans ma vie. Là. Il dit, mais là, ça semble plus être le cas de ce qu'on voit présentement. Mais un ingénieur, lui, ça voit ça comment un pilote qui gagne par 20 secondes. Est-ce que ça trouve ça intéressant? Fait que vous allez voir avec Fred un petit peu plus tard, un jeune gars d'ici du Québec qui est tellement, tellement intéressant. Puis je vous donne un petit scoop. Pas la dernière fois qu'il vient sur le podcast, lui. Là. Il va revenir assez souvent. Fait que McLaren, Ferrari, Red Bull, on a une course à 3. Pour ceux qui pensent que le championnat là, était réglé depuis le début de la saison, le PAG, là, tu leur réponds quoi? Ben, c'est drôle parce que j'ai écouté beaucoup de podcasts en fin de semaine. Là, on enregistre, il est mardi, fait que, étant donné que c'était férié hier, là, la petite histoire, ça m'a permis de tout passer à travers les podcasts. Puis il y a beaucoup de points. Il y a un point en particulier que je trouve qu'il n'a pas été assez abordé un petit peu partout dans le monde, c'est que pas plus loin qu'en 2021, Greg, est-ce que tu te souviens de cette année de championnat? Ben, bien sûr, ça nous a donné une des meilleures saisons de l'histoire, de moi, ce que je me souviens. Avant cette saison-là, le championnat qui était très serré, c'était celui de Nico Rosberg en 2016. Avant ça, tu as eu 2007 qui était une lutte à 3, même presque 4 pilotes. 2008 aussi, c'était très serré. Oui. D'ailleurs, il y a toujours un protest sur le championnat de 2008 là, de la part de Felipe Massa. Mais oui, 2021, c'est sûr et certain, où est-ce que Red Bull dominait. Puis Mercedes s'était rattrapé à la fin de la saison pour nous donner le point culminant qui était la dernière course de la saison avec Abu Dhabi en 2021. Donc, où je m'en vais avec ça, c'est qu'après 7 courses, Max avait seulement qu'une victoire de plus qu'il ne l'avait qu'en 2021. Donc, tout est encore à jouer. Puis avec Ferrari qui commence à vraiment rattraper le peloton en fin de semaine, même de l'aveu de Charles Leclerc, s'il avait réussi Ferrari à régler leurs problèmes de moteur en qualification. Donc, selon lui, ce qu'il a dit, c'est qu'il y avait un déficit dans le mode du moteur qu'il utilisait. C'est ce qui a fait en sorte qu'il n'a pas réussi à rattraper les 3 premiers. Donc, c'était Max, suivi de Piastri, suivi de Norris. S'il avait utilisé le bon mode de moteur, il aurait donc pu être dans la lutte des qualifications. Et donc, comme on sait, à Imola, il n'y a pas beaucoup de dépassements. Fernando Alonso a dit que c'était le 2e pire circuit pour dépasser, même pire que Singapour. Donc, t'ennuyais-tu de ce circuit-là? Ben, bien honnêtement. C'est-à-dire qu'il y a comme un côté extrêmement romantique au circuit. C'est un circuit, à mon avis, qui est moins adapté à la Formule 1 parce qu'il y a des chicanes qui sont en place, notamment les virages 2-3, là, donc le fameux premier virage. Le problème, c'est que ces virages-là, maintenant, sont pris à 4e, 5e vitesse. C'est presque plus des vraies chicanes. T'sais. Je pense qu'il faudrait remodeler le tracé. Mais d'un autre côté, tu ne veux pas vraiment toucher un œuvre d'art. C'est vraiment un œuvre d'art. Ces circuits-là, c'est magnifique. Directement dans la cour des résidents à Émilie-Romagne, c'est absolument époustouflant comme paysage. Et donc, ça donne vraiment une bataille qui est plus donc, concentrée sur la qualification. Mais en tant que tel, c'est toujours excitant, je trouve, Imola. Puis en fin de semaine, on l'a vu encore avec la gestion de dégradation des pneus, notamment de Lando Norris, qui a permis de donner un spectacle vraiment incroyable lors des 10 tours avant la fin du Grand Prix. Je pense que des fois, quand on pense que le Grand Prix va être moins intéressant, c'est là qu'on se retrouve le plus surpris. Puis en fin de semaine, on n'a pas échappé à ça. Oui. Mais tu sais,
je pense que Liberty Media, si on veut donner un spectacle, puis d'avoir. Là, on parle de rendre le calendrier plus intéressant, d'avoir des courses qui se greffent, qui sont peut-être des courses satellites, qui ne reviennent pas chaque année. En Chine, on a eu toute une course, puis ça revenait après plusieurs saisons. Là, on n'a pas eu Imola l'an dernier. Malheureusement, parce que je veux dire, ce qui est arrivé à Imola l'an dernier, il n'y a personne qui souhaite ça. Là. Ça, c'est certain. Mais je regardais la course, je regardais le circuit, puis je me disais, je pense qu'on a des meilleurs circuits sur la planète présentement pour avoir des courses de Formule 1. Puis je comprends que chacune des courses a ses défis. Il y en a, ça va être la stratégie de dégradation des pneus. Les autres, ça va être on va tester l'efficacité des stratégies des arrêts aux pluies. D'autres, ça va être le pur pilotage, le dépassement. Pur pilotage, on va avoir ça en fin de semaine à Monaco, c'est certain. Des dépassements, il y en a d'autres pour ça. L'autre, c'est la vitesse pure. Monza, le temple de la vitesse. Mais pas mon circuit préféré, maintenant. Il n'est pas dans mon top 5. Là. Je pense que le plus gros problème, c'est qu'il n'y a pas assez de séquences lentes. Il n'y a pas assez de gros freinage qui permet d'effectuer un dépassement. Puis il n'y a seulement qu'une zone de DRS. En tant que tel, moi, je ne peux pas me plaindre de ça parce que souvent, je trouve que le DRS nuit au spectacle en qualification parce que justement, il y a des écuries comme Red Bull, par exemple, qui ont trouvé un espèce de... Là, j'ai juste loophole dans la tête, mais un court-circuit. Exact. Ils ont court-circuité. Ils ils ont trouvé un espèce de... c'est ça. On contourne un petit peu peut-être les règlements. Voilà. Donc, ils contournent habilement le règlement, puis donc leur DRS est surpuissant, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment de lutte en qualification. Mais là, en n'ayant qu'une seule zone de DRS, ça permet justement un peloton beaucoup plus serré, comme on a vu en fin de semaine. Puis Max qui a même dû utiliser un bon ami, Nico Hülkenberg, de son propre aveu drôle, pour atteindre la pole position. Une Haas qui donne ça, c'est les... Mais tu sais, en même temps, c'est correct. Ça fait partie des avantages d'être le champion du monde. On va te donner cette courtoisie-là de t'aider à aller chercher une meilleure qualification. Mais lui qui a rendu l'appareil, Max, il a aidé en Q2 pour passer à travers Q3. Exact. C'est drôle de voir ça parce que Haas qui est avec Ferrari, mais le Nico qui aide Red Bull... c'est assez curieux. Mais regarde, c'est correct. Ça montre la camaraderie aussi envers les pilotes. Là. On se plaindra pas de ça. Non, on se doute pas des amitiés. Moi, j'aurais jamais pensé que Nico aurait été si proche avec Max. Ou c'est peut-être juste une bonne entente pour une bonne performance. Mais les amitiés, tu sais, je pense qu'on est victime un petit peu de ce que les médias veulent nous montrer. T'sais. Max et Lewis se détestent. C'est pas vrai. As-tu vu en fin de semaine, d'ailleurs, ces médias sociaux? Ça, c'était excellent. Il y avait un preneur de son pendant une entrevue avec Alex Albon. Il y avait plein de pilotes autour. T'as-tu vu ça? Non. Alex Albon est en train de donner une entrevue, probablement pour sa prolongation de contrat dont on va jaser. Et tous les pilotes sont autour. Puis Lewis arrive et prend la perche du preneur de son. Le preneur de son part à rire et il donne la perche. Puis à un certain moment donné, tu vois, là, c'est mono regarder sur YouTube, tu vois Lewis qui regarde et Alex Albon en train de donner l'entrevue se tourne et voit que le preneur de son, c'est Lewis, part à rire. Mais t'as Carlos qui est là, Max, tout le monde part à rire en voyant ça. Qu'est-ce que tu fais là, Lewis? Continue. Il y a cette camaraderie-là. Oui, les esprits s'échauffent. Ouais. En NASCAR, ils se donnent des coups de poing en plein visage après course quand ça fait pas leur affaire. On l'a vu en fin de semaine. On en a parlé avec Max Lalonde tantôt en ondes. Mais je pense qu'il faut... Il y a cette camaraderie-là. Puis à un moment donné, c'est sûr et certain. Nous autres, on est tous chums ici à BPM Sport. On embarque en karting, on fait une course, là, puis tu as l'adrénaline dans le fond, tout ça. Il y en a un qui t'accroche. C'est sûr qu'on est capable de se fâcher l'un envers l'autre. Ça veut pas dire qu'on n'a pas de respect l'un pour l'autre puis qu'on n'a pas une amitié qui est là aussi. Pas obligé d'être les meilleurs amis non plus, mais... Non, exact. Puis, mais même, tu recules à 2010, puis c'était encore beaucoup plus difficile d'essayer de cerner une camaraderie, mais aujourd'hui, c'est encore plus visible, justement par les médias sociaux. En fait, un autre exemple sur les médias sociaux, tu as Carlos Sainz qui se promène avec Charles Leclerc dans les paddocks, puis le nouveau bébé chien de Charles Leclerc fait ses besoins sur le tarmac. Puis Charles n'avait pas traîné de sac, puis là, t'as juste Carlos qui filme Leclerc en train d'essayer de chercher une solution. Moi, je trouve que c'est du bonbon. Ben ça. oui. Lewis qui arrive, c'était drôle, il était comme un peu habillé en Dragon Ball, on dirait. Là. Okay. Pas de manches avec des espèces d'épaulettes, tout ça, un style qui est incroyable.
bien honnêtement. Puis Zach Brown qui arrive pas de manche non plus aussi, si t'as vu ça. Zach Brown et Lewis Hamilton n'ont pas tout à fait la même shape. Là. Et là, t'as vu, c'est McLaren d'ailleurs qui a mis la photo de Lewis, la photo de Zach Brown, a dit qui porte le mieux, c'est le pas de manche. Et tu vois la réponse d'Oscar Piastri, certainement pas moi. Donc, c'est du bon de voir ça. Donc, allez suivre les comptes officiels des écuries, des pilotes, tout ça. Ça donne une meilleure idée, je trouve, de la camaraderie. Il va toujours avoir, tu sais, on se souvient, là, Netflix avait essayé de mettre du drame entre Daniel Ricciardo et Lando Norris. Là. Y a-tu deux gars qui n'ont pas de drame entre ces deux-là? Et même entre Valtteri Bottas et Lewis, d'ailleurs, aussi. On sait que c'est probablement les deux meilleurs amis du circuit aussi. Ben oui, c'est ça. Mais c'est sûr qu'il y a des enjeux extrêmement importants, tu sais, pour un contrat, pour un... Là, j'ai juste le baquet en tête. Pour un siège? Un siège. Ça va? Je te regarde, tu viens de la France, puis là... Un baquet, là. Un baquet. Un siège. Ben, d'ailleurs, ça brasse dans ce marché-là, puis on va en parler tantôt. Ce sera notre segment Cargaroos. Mais là, Lando, qui est le pilote de l'heure en ce moment, deuxième, premier, deuxième. Les McLaren qui ont encore des améliorations à amener sur la voiture. Oscar Piastri, je pense qu'Oscar manque peut-être un petit peu d'expérience puis de confiance encore, mais est quand même très impressionnant. Lando qui est absolument exceptionnel dans ses performances actuellement. On sent sa confiance, même dans ses réponses à ce que son ingénieur lui dit. Ouais. À un moment donné, il dit « Je pense que tu peux aller chercher un petit peu plus dans le virage numéro 3. » Puis Lando qui répond « Inquiète-toi pas, je donne tout ce que j'ai, mate. Merci beaucoup, laisse-moi... » À la Kimi Raikkonen, ouais. Là, laisse-moi tout seul, je sais exactement quoi faire. Donc, j'aime ça voir ça. Puis enfin, de voir Lando pouvoir exprimer son talent dans une monoplace qui lui rend bien. Là. Puis, il était même déçu de ne pas remporter le Grand Prix en fin de semaine. Tellement après. C'est quand même fou. L'an dernier, il était dernier à pareille date. Les McLaren étaient les dernières du circuit. Donc, imagine le progrès qu'ils ont fait. Puis, ça nous permet aussi d'espérer pour la suite. Là, par exemple, en fin de semaine, les Mercedes qui étaient nulle part retrouvés, Aston Martin non plus. J'imagine qu'on va en reparler plus tard, mais tout ça pour dire que c'est permis d'espérer que les gens du midfield vont, parce qu'il faut considérer Aston puis Mercedes dans le midfield, vont réussir à trouver la dernière marche qu'il faut pour rejoindre le peloton de tête. Puis ça c'est un autre aspect de la Formule 1 qui est extrêmement intéressant à suivre. L'événement Troc en stock fait son entrée chez Payet Chrysler Dodge Jeep Ram. Plus de 375 modèles en stock. Avec Payet Chrysler Dodge Jeep Ram, vous avez les meilleures offres et plus de choix. L'événement Troc en stock, c'est ben des trocs. Maintenant, OK, Payet. Mais à chaque semaine qui passe, on dirait que Mercedes perd du terrain. Tu sais, là, t'as Red Bull qui est premier. Là, il y a toute une lutte. Je ne saurais pas qui, en ce moment, dire est deuxième entre Ferrari et McLaren. Oui. Probablement McLaren. Oui. Puis là, on parle des 3 dernières courses. Quand même, la moitié de la saison ou presque, là, c'est ces 3 dernières courses-là. Donc ça, c'est le top 3. Après, tu as Mercedes qui est 4e. Mais 5e, c'est V-Carb depuis 2 courses qui sont là. L'écurisseur de Red Bull, Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, les deux qui ont passé, qui ont qualifié dans le top 10 en fin de semaine. Je veux dire, quelle surprise de voir ça. Mais surtout, les autres écuries, là, il y en a que ça va vraiment pas bien. Puis là, ça va être le segment que je vais me taper dans le dos moi-même quand je vous ai posé la question au dernier épisode. Est-ce qu'il faut pousser sur le bouton panique chez Aston Martin parce qu'on a commencé la saison quand même assez rapide, comme l'an dernier d'ailleurs. Ouais. Mais là, on a plus que 100 points de moins à pareille date chez Aston Martin. Et là, de ce qu'on a lu dans les médias suite à ce week-end-là à Imola, Lawrence Stroll est en train de perdre patience. Ça, ce qui est vraiment pas un bon signe quand un gars avec son tempérament commence à perdre patience. Et Fernando Alonso perd patience. Avant que tu donnes ton commentaire, je vais ajouter ceci. L'an dernier, Lance a battu en qualification Fernando 3 fois dans toute la saison. Et là, en 7 courses, il l'a battu déjà 3 fois. Donc là, pour ceux qui disent que Lance est pas bon, qu'il apporte rien, c'est plus ça, que Fernando, c'est Dieu le Père, tout ça. Là, c'est 4-3 en... Non, c'est 3-3. Oui. 3-3 en qualification. Là. Il faudrait que ce soit 4-3 parce que c'est le 7e course. Déjà 7e course? Oui. 4-3. Okay. C'est 4-3 en qualification. Pardon. Encore un peu sur le décalage, pas peur.
Pardonnez-moi. Mais tout ça pour dire que, effectivement, Lance, une chance qui est. Mettons, je vais te poser cette question-là. Je pense que c'est une question piège, puis ça va faire réfléchir nos auditeurs. Aimes-tu mieux Lance chez Aston ou Sergio Perez chez Red Bull? Comme deuxième pilote. Ben, j'aime mieux Lance chez Aston Martin. C'est une grosse, c'est une grosse Ben, statement c'est parce d'affaires. que tout le monde dit, tu sais, Mike Crack, il s'est fait poser la question, Mike Crack, par des médias. Vous critiquez jamais Lance sans vouloir dire c'est le fils du patron, le fils du propriétaire. Est-ce que. Non, les critiques à l'interne sont très présentes. Là. Lorsqu'on n'est pas content de Lance, c'est juste qu'on ne va pas commencer à lancer nos pilotes en dessous de l'autobus devant les médias. Personne ne fait ça. Regarde Logan Sargent. Ben, Logan. Ouais, ben, attends, personne ne fait ça. Là. Je veux dire, Helmut Marko chez Red Bull, je peux te dire que Sergio Perez en a mangé une. Puis ce que Toto Wolff vient de dire en fin de semaine sur George Russell, là, ouf, George Russell n'était pas content. Puis Toto n'était pas content de George non plus. J'aurais dû dire que personne ne devrait faire ça. Ouais, non, personne ne devrait faire ça. D'ailleurs, on parlera de Zach Brown. Zach Brown, je pense qu'il il vole un petit peu trop haut là, présentement dans ses commentaires. Mais cela étant dit, Lance apporte beaucoup au développement de la voiture présentement. Et a battu Fernando 3 fois en qualification cette année. Et dans le mix, il y a des courses, il essaie des configurations différentes un peu. Puis je pense qu'il y a un rôle différent de celui de Fernando Alonso chez Aston Martin. Checo, tu passes pas un Q3 d'une Red Bull, mon homme. Là. C'est épouvantable. Excusez. Aïe aïe. Ouais, aïe aïe. Je peux pas croire qu'on leur signe. Est-ce qu'on leur signe juste parce qu'il n'y a pas personne d'autre? On se dit on veut continuer la bonne harmonie avec Max? La bonne harmonie, c'est que là, en fin de semaine, par exemple, là, si là, dans le premier stint, le premier jalon de la course, avant le premier arrêt au puits, si Lando essayait pas autant de se défendre des Ferrari qui lui poussaient dans le derrière, on aurait eu besoin d'un Sergio Perez pour essayer de jouer le jeu de la stratégie avec McLaren. Là, par exemple, Max il a vraiment été chanceux que McLaren se défende de Ferrari. Sinon, McLaren aurait pu vraiment provoquer quelque chose devant. Puis, on pourra en revenir à Aston Martin. Ils sont vraiment dans une lutte de développement qui ne réussissent pas à concrétiser les résultats à l'image de Mercedes. Et tu sais, c'est quoi le point commun entre les deux écuries? Il y en a deux. Non seulement le moteur Mercedes. Tu sais quoi le point commun? Il y en a deux. Les 5 continents sont au nombre de 4. Donc, les 3 principaux sont les 2 suivants. C'est parce qu'en le disant, je me suis rendu compte qu'il y en avait plus qu'un. Mais l'autre, c'est qu'ils ont la même soufflerie jusqu'en 2025 parce que leur soufflerie qu'ils ont fait construire dans leur nouvelle usine Aston Martin n'est pas encore terminée. Non, mais fais quelque chose avec ta soufflerie. Là. Ben, c'est quoi le problème chez Mercedes en ce moment? C'est qu'ils n'arrivent pas à traduire les simulations en piste. C'est pas qu'on en parle. Et puis là, il se passe la même chose chez Aston Martin. Aston Martin qui avait amené le plus d'améliorations en fin de semaine chez à Imola. Il y en avait 9. As-tu lu les commentaires de Lance? Il y a quelqu'un qui lui a posé la question. Les améliorations étaient pas là en fin de semaine. Non, il était là. Ça fonctionne juste pas. C'est ça. Il fonctionne pas. Puis Fernando a été victime un peu de ça. C'est que quand tu amènes des améliorations, puis souvent tu les amènes d'avance parce que tu es trop excité de voir le potentiel de ce que tu as amené. Puis là, ça semble-t-il que Fernando, il y a eu une grosse excursion hors piste en pratique 2 ou 3, si je me souviens bien, c'est la 2, ce qui a fait en sorte qu'il n'y avait peut-être pas suffisamment de parties de rechange sur sa voiture pour avoir toutes les nouvelles améliorations. Donc, si tu n'as pas, en Formule 1, on sait qu'il y a beaucoup de corrélations entre les pièces, donc de l'aileron avant jusqu'à l'aileron arrière, comment l'air circule. Si tu n'as pas toutes les nouvelles pièces attachées à ta voiture, la corrélation ne va pas aussi bien se faire. Donc, c'est ce qui aurait pu expliquer son manque de performance en qualification. Puis à Imola, comme on le dit depuis le début de l'épisode, c'est un circuit qui ne pardonne pas si tu es mal qualifié. Effectivement. Donc, tu as besoin de ça. Je me demande ce qui ne fonctionne pas chez Aston Martin, puis j'ai hâte de voir la suite. T'sais, on a tellement engagé de gens. On a payé cher pour avoir des gens pour développer cette voiture-là, d'avoir des ingénieurs, tout le reste. Ça ne fonctionne pas présentement. Est-ce que tout est dans la soufflerie? Régler le problème, là.
Ouais. Et rapidement. Parce que, je veux dire, t'as deux écuries. Il y a des millions et des millions de dollars en jeu. Si on combine ces deux écuries-là, ça va pas bien. Puis pendant ce temps-là, ben, t'as McLaren qui, eux, viennent de dépasser ces deux-là de tellement loin. Ferrari aussi. L'ambiance semble très bonne, même entre les deux écuries. Là. C'est pas une coopération, mais tu sais, de voir Fred Vasseur avec une casquette de McLaren, Zach Brown avec une casquette de Ferrari, ça ajoute encore à tout ça. J'ai hâte de voir vraiment à Monaco où est-ce qu'on aura d'autres améliorations qui vont arriver à la McLaren. Ouais. Là, il y a beaucoup d'écuries qui en amènent pour 3 fins de semaine de suite. Donc, il y en avait en fin de semaine à Imola, il y en aura à Monaco, Montréal. Puis il y en aura à Montréal également. Ça, j'ai hâte. J'ai tellement hâte à la course à Montréal. Moi ça aussi. va être incroyable de voir ça. Et surtout après Monaco. Là. Penses-tu que McLaren peuvent supplanter Red Bull? Moi, je pense que Ferrari, encore une fois, Charles Leclerc, oubliez pas, Charles Leclerc a eu des grosses malchances, mais il a qualifié premier à plusieurs occasions là-bas. Je pense que Ferrari va être en mesure d'aller chercher ça. Oui, puis en plus, la Red Bull n'est pas reconnue comme étant très performante dans les virages lents. Puis Monaco, on sait, c'est un circuit qui est configuré qu'avec des virages lents. Donc, et de la ligne de départ jusqu'au premier virage, tu n'as pas beaucoup de distance. Donc, c'est vraiment la position en qualification qui va déterminer souvent à peu près 50% du résultat en piste pour la course. Mais par contre, c'est un circuit que le pilote peut faire énormément de différence. Donc, c'est là que ça va être très intéressant de voir est-ce que Max va être capable de surperformer dans sa voiture pour continuer à dominer le circuit. Mais la domination, il faut le dire vite parce qu'en ce moment, c'est putain de domination. Quand tu gagnes un Grand Prix avec 7 dixièmes d'avance sur... Non, puis Charles Leclerc qui était à 7 secondes à la fin, 7-8 secondes à la fin. Tu sais, reportons-nous au début de la saison l'an dernier. Le troisième était à quoi? 28? 30? Plus que ça même? Ben, t'sais. Max, au début, à Bahreïn, avait 23 secondes d'avance. C'est ça. Premier Grand Prix. C'est quand même quelque chose. Il y a un autre commentaire. On a posé la question à Fred Vasseur. Penses-tu que Mercedes se rapproche? Ben, il dit la dernière course, c'était à 28 secondes. Là, ils sont à 25. Donc, oui. Ouch! C'est aussi ça de Fred Vasseur. C'est aussi ça le problème des autres écuries, c'est qu'en ce moment, toutes les écuries font tellement d'améliorations. Mercedes s'améliore beaucoup, mais pas suffisamment rapidement pour rattraper justement les 3 premiers qui vont vraiment nous donner un spectacle jusqu'à la fin. Mais là, il faut juste espérer, puis là, Jean-Max n'est pas là, fait qu'on peut casser du sucre sur le dos de Red Bull. Il faut juste espérer que les prochaines améliorations de Red Bull ne soient pas à des milles devant. Ah, mais c'est pas contre Red Bull, c'est pas. Même en fin de semaine, les tifosi étaient debout là, pour la lutte entre Max et Lando. On veut des courses serrées. Ouais. On vit pour ça. On aime ça. Je veux dire, de gagner. Je suis un fan de Lewis. J'en ai tout le temps été un. De le voir gagner par 1 minute. Là, il n'y a jamais eu de domination comme on a vu avec Red Bull dans les 2 dernières saisons. Mais j'ai trouvé que le championnat contre Nico Rosberg était enlevant. J'ai eu le cœur brisé. Je l'ai encore d'Abu Dhabi 2021. Ouais. Comme bien du monde. Mais c'est ça qu'on veut. Cette émotion-là que ça nous procure. De voir Lando gagner, ça a donné des émotions incroyables. D'ailleurs, avant de passer à nos pilotes, passons. Les commentaires de Zach Brown. Si t'as entendu ça, je dirais qu'il y a 6 ou 7 pilotes sur la grille qui gagneraient le championnat du monde dans une Red Bull, mais que Max ne gagnerait pas le championnat s'il n'était pas assis dans une Red Bull. Tu penses quoi de ça? Ben, en tant que tel, il n'y a pas tort. Je pense. Il y a une partie... C'est Jean-Charles qui disait ça, là. T'as raison, mais t'as tort. Continue. Je te dirai mon opinion après. Ben, OK. Nommons les pilotes, je pense, qu'on pense qu'ils ont le potentiel de remporter un championnat du monde en Formule 1. Chez Red Bull? Non. Sur le circuit en ce moment. OK. Je pense... Commençons pas par les plus obvious. Moi, je vais dire... Ben, il y en a 6-7. C'est ça. Je pense, tu sais. T'as Max. Allons-y. Là. Ouais. Max, Lewis, Charles, Lando, George, Carlos. On est à 6, là. Ouais. Est-ce quelqu'un d'autre? Ben, là-dedans, tu pourrais mettre un espèce de outsider comme Yuki Tsunoda. Mettons dans la bonne voiture. Non. Je veux pas. Il n'y a pas les.
Il n'y a pas la tête de champion, mais il y a le talent d'un champion, à mon Moi, j'ai avis. ces 6-là, puis même là, on étire. Là. Ça prendrait vraiment une bonne voiture pour que George Russell puisse remporter le championnat, selon moi, ou Carlos. T'sais, pour moi, il y en a 4 solides. Là. Ouais. Et pour moi, ça, c'est Max Lewis, Charles Lando. Là. C'est ces 4-là qui, selon moi, seraient en mesure de... Maintenant, aujourd'hui, là, puis j'aurais pas dit ça il y a 3 semaines, vous savez à quel point j'aime Lando depuis longtemps, mais avant sa victoire, j'aurais dit encore pas sûr. Mais là, il semble avoir... Je pense que ça a débloqué quelque chose chez Lando qu'on voit qui est exceptionnel en ce moment. Le seul problème dans ce qu'il a dit, Zach Brown, c'est que le premier comparatif de Max Verstappen, c'est son coéquipier. Et Sergio Perez est nulle part où trouver. Il y a une grosse affiche Wanted sur toutes les pintes de lait en Italie pour savoir où est Sergio Perez. Et si et Max surperforme tellement cette voiture-là, l'a tellement amené à son maximum de potentiel que c'est un peu difficile de penser que Max n'aurait pas pu faire la même chose dans une autre écurie. Cependant, dans une McLaren de l'année dernière, peu importe qui, même Fangio, aurait jamais réussi à surperformer cette voiture-là. Donc, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas tort, mais comme Jean-Charles dirait, il a raison, mais il a tort. Mais maintenant, de dire Max ne gagnerait pas avec aucun autre voiture, tu sais, présentement, c'est tellement dur à dire, mais moi, je suis tellement pas prêt à dire ça. Là. Je suis tellement pas prêt à dire ça que Max ne gagnerait pas dans aucune autre voiture que chez Red Bull. Ce qu'il fait présentement avec la Red Bull, on l'a vu dans les 2 dernières courses, là, qui est intraitable quand même. Ouais. Et je pense qu'il faut célébrer ça, puis pas tout mettre sur le dos de la voiture non plus. Là. 100%. T'sais, il démontre toute l'étendue de son talent là-dedans. En plus, qu'il passe du temps à faire du simulateur. Il a fait 3 heures de simulateur dans la nuit entre les... bref, il est... le matin aussi, tu savais, il a fait un autre 2 heures avant d'aller courir le Grand Prix. Incroyable. Puis, juste dire, cette course-là, le Nürburgring, là, Greg, c'est la portion du Nordschleife. OK? Je ne sais pas si ça dit quelque chose, mais c'est en Allemagne, tu as comme le circuit du Nürburgring. Il y a une séance qui passe. Donc, le circuit, à un moment donné, il y a une configuration qui existe que tu ouvres la barrière du circuit, qui passe dans les montagnes, qui a des virages avec des élévations, pas de bon sens, puis des virages à l'aveugle que tu vois vraiment pas ce qui se passe tout de suite après le virage. Et de courir pendant 4 heures d'affilée là-dessus, ça te prend une concentration incroyable. Il a remporté les 24 heures du Nürburgring et ensuite, il va se qualifier en pole et il va remporter le Grand Prix d'Imola. C'est quand même exceptionnel. Ouais, mais là, avec la course peut-être un peu plus serrée, là, peut-être qu'Helmut et Christian vont aller parler à Max. On n'est plus 28 secondes en avant. Là, comme ça a passé proche en fin de semaine. Peut-être tes simulations, tu peux laisser faire un peu. Parlant de simulation, savais-tu que Sébastien Buemi, le pilote, il y a un pilote de simulateur dans la nuit de vendredi à samedi qui a roulé pendant 11 heures. Il a fait un chiffre de 11 heures dans le simulateur pour essayer de régler le problème des Red Bull parce que Max, je ne sais pas si tu as vu en pratique, il a fait 2 ou 3 sorties de piste. Ouais, exact. Il était vraiment pas content des réglages. Puis donc, le pilote de simulateur dans l'usine de Red Bull a couru pendant 11 heures de suite pendant la nuit pour essayer de trouver les bons réglages. Et en arrivant à la pratique du samedi matin, tout a débloqué pour Max et il a réussi à prendre Quand on la dit pole. que c'est toute une équipe Red Bull, là, c'est vraiment tout le monde qui contribue. L'an dernier, c'était Daniel Ricciardo qui faisait ce travail-là, qui remplissait ce rôle-là pour Red Bull. Ce qui lui a donné son... ça a mal été en fin de semaine. Hein? Ça n'a pas été le pilote de la semaine, Daniel Ricciardo, malheureusement. Peut-être que Daniel Ricciardo aurait besoin de Cargaroos pour l'an prochain pour trouver la bonne voiture au bon prix grâce à notre vaste sélection d'évaluations et d'avis impartiaux sur les concessionnaires automobiles. Commencez votre recherche sur Cargaroos. Ça, c'est CARGURUS.ca. Ça sera d'ailleurs notre prochain et dernier segment de l'épisode de cette semaine, les transferts. Commençons par le premier domino de la semaine qui est tombé, et ça, c'est Alex Albon qui a poursuivi son association avec... Pour moi, c'est très annonciateur de voir que Alex Albon poursuit avec Williams. Ça veut dire qu'on voyait qu'il n'y avait plus d'ouverture pour un retour chez Red Bull du tout,
ou même chez Mercedes ou quoi que ce soit. Probablement qu'on annoncera là, les pilotes qui vont occuper ces sièges-là dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Probablement dans la semaine du Grand Prix à Montréal. Mais Alex Albon, qui était très, très heureux de continuer pour plusieurs saisons, on a dit au moins jusqu'en 2026. Ça veut dire qu'on a signé un contrat avec des options de plusieurs saisons. Ben moi, je trouve qu'il est très bien fait parce que l'écurie est bâtie autour de lui en ce moment. C'est le pilote qui performe le mieux dans la voiture depuis plusieurs années. Il démontre qu'il est capable de bien gérer la pression depuis qu'il est chez Williams. Et en plus, il y a beaucoup de rumeurs dans les paddocks comme quoi Mercedes sont ceux qui sont beaucoup en avance sur les prochaines réglementations de 2026 au niveau du moteur. Donc, c'est le simulateur qui ne suit pas, puis ça, c'est pas de meilleure nouvelle. Non, exact. Mais Mercedes, ils ont quand même démontré qu'ils étaient capables de construire d'excellents moteurs. Donc, si ça commence à circuler, et puis c'est probablement un argument de vente qu'on essaie d'approcher Max Verstappen aussi avec, de dire viens avec nous autres, on va avoir les meilleurs moteurs pour le prochain. Toi, viens avec nous. Donc, voilà, Alex Albon qui reste chez Williams. Moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle pour Williams. Ça donne crédibilité aussi au projet. Maintenant, tu vois ça arriver comme nouvelle. Tu t'entends, hey, un jeune pilote extrêmement prometteur que Red Bull aimerait avoir décide de racheter chez Williams. Moi, ça me donne beaucoup confiance. Alors, si je m'appelle Valtteri Bottas, Pierre Gasly ou peu importe qui d'autre, je regarde ça d'un intérêt particulier. Je me dis, ça vaut peut-être la peine de ne pas lever le nez sur Williams. Non, puis ça me semble être un projet sexy pour les pilotes. Alex Albon, qui est toujours un jeune pilote, qui décide de poursuivre avec eux pour plusieurs saisons. Là, avec ce qui se passe chez Audi, semble-t-il, là, on a vu ça en fin de semaine. Valtteri Bottas et sa couple Longueuil qui ont rencontré James Valls et une décision serait imminente dans le cas de Valtteri Bottas, puis semble-t-il que c'est là qu'il s'en va. Il s'en va chez Williams. Eux qui se connaissent d'ailleurs de leur temps ensemble chez Mercedes, et peut-être que c'est Bottas qui est excellent pour gagner plusieurs courses dans sa carrière et très très bon pour le développement de la voiture aussi. Je pense qu'avec ces deux pilotes-là chez Williams, on aurait le meilleur duo de pilotes depuis très longtemps. Ça couperait. D'ailleurs, on parle de Kimi Antonelli, mais Toto Wolff a un peu calmé les ardeurs de tout le monde dans les dernières heures en disant oui, il est bon. On a participé à créer le hype autour de Kimi Antonelli, mais on ne veut pas l'amener à F1 trop tôt non plus. Donc, laissons-lui le temps de se développer comme il faut. Ouais. Donc, moi, je pense que c'est réglé. Là. Kimi Antonelli s'en vient pas en Formule 1 avant 2026. Là. C'est un peu curieux pour lui parce qu'en 2026, imagine, tu arrives ta saison recrue, tu t'en vas dans une Mercedes dans laquelle il y aura énormément d'attentes. Je ne sais pas si c'est la meilleure chose à faire pour sa carrière. Bon, en ce moment, c'est peut-être pas la meilleure chose non plus là, d'amener... fais juste regarder George, par exemple, où est-ce qu'il faisait des miracles dans une Williams. Ouais. On se dit, il va en faire chez Mercedes. C'est pas le cas présentement. Là. Mais parlant de George, justement, je trouve que ça serait un meilleur chemin si on arrivait à trouver une entourloupette dans le contrat à Logan Sargent, de dire, bon voilà, tes performances sont pas suffisantes. Merci beaucoup, on va mettre Kimi Antonelli dans une Williams. Pas de pression pour le jeune. Va pouvoir se développer comme pilote de Formule 1, essayer d'apprendre comment gérer une équipe aussi grande avec autant d'intérêt, avec scruter autant à la loupe avec tous les médias, etc. Aussi la rigueur que ça prend pour courir dans une saison de Formule 1. Tu sais, il y a juste 20 humains dans le monde qui font ça. Là. Il n'y a pas beaucoup. La seule façon d'être bon là-dedans, c'est de le faire. T'as beau performer en F2, ce qu'il ne fait pas exactement en ce moment. Il ne domine pas la catégorie, mais c'est parce que justement, c'est comme un diamant à polir. Donc, amenons-le le plus tôt possible en Formule 1 dans une écurie qui n'aura pas beaucoup de pression. Donc toi, tu vas contre ce que Toto dit. Là. Non, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas l'amener chez Mercedes trop vite à sa première expérience. Non, mais Toto a dit pas en F1. OK, il ne voudrait pas en F1, mais... Non, pas tout de suite. Ben justement, je pense qu'il démontre qu'il n'est pas prêt, justement parce qu'il ne domine pas dans F2. Oui, c'est probablement un talent brut exceptionnel. Il a démontré des belles choses en essai libre, des temps qui se rapprochaient de ceux des pilotes actuels actifs chez Mercedes. Par contre, à 17 ans, as-tu la tête sur ses épaules pour aller dans une équipe c'est quelque chose, là. Ouais. Et on l'a vu à quel point, tu sais,
voyons Oscar Piastri en ce moment, qui a une excellente voiture. Il fait très, très bien, Oscar Piastri. Mais on voit que, par exemple, l'expérience de Lando, qui est toujours un jeune pilote, fait quand même la différence là-bas aussi. T'sais. Oscar, t'as vu qu'il a dit après la course, j'ai tellement connu un bon départ, j'étais obligé de lâcher l'accélérateur, sinon j'allais rentrer dans la Ferrari qui était devant moi. Et les commentateurs ne pouvaient pas s'empêcher de dire, as-tu imaginé qu'est-ce que ça aurait pu être si tu n'avais pas eu ta pénalité? T'sais, parce qu'il y a eu une pénalité qui a passé de la 2e à la 5e place. Ouais. S'il était parti 2e à côté de Max, peut-être qu'on aurait eu un grand prix. Gagné. Puis on aurait McLaren qui aurait gagné 2 courses de suite. Ouais. Ils ont failli en gagner 2 courses de suite, d'ailleurs, on le répète. Oui. Là. Ouais. S'agissait d'une histoire de 2 tours. Mais, je veux dire, oui, t'as beau être dans le derrière, le Verstappen, il faut que tu le dépasses. Là. Parlez-en à Charles Leclerc, d'ailleurs. Donc, pour toi, Bottas, ça fait du sens chez Williams? Ah oui. Ben, ouais. Justement, pour le lien que tu t'as évoqué tout à l'heure avec James Vaz. Ouais, je pense que la relation est là. Puis, Exact. t'sais. Puis, tu as besoin de stabilité dans une écurie qui est hautement en développement. Une écurie qui a pas tous les moyens du reste du circuit, donc, mais qui commence à aller mieux avec tous les nouveaux commanditaires, les nouveaux propriétaires. Tu as besoin justement de dépenser le moins d'argent possible. Donc, ça te prend quelqu'un qui sait exactement ce qui s'en va et qui va savoir comment diriger les ingénieurs. Celui qui pourrait faire le saut en F1 rapidement, c'est Ollie Bearman, qu'on a vu chez Ferrari remplacer Carlos Sainz lors de son appendicite en début de saison, avec fort probablement, attelez-vous, Esteban Ocon, qui serait lié à Haas, la relation se serait dégradée avec Alpine, veut plus être là du tout. Il fait bien, je ne suis pas le plus grand fan, loin de là, d'Esteban Ocon, mais il fait mieux que Pierre Gasly présentement. Pierre Gasly, je ne sais pas si son état mental n'est pas bon présentement, il a besoin de se faire dire que c'est le clair numéro 1, qu'il doit peut-être travailler sur sa constance un peu, Pierre Gasly, maintenant que c'est mon ami. Vous êtes croisés en Australie, hein? Mais Alpine, ça aussi, là, ça va vraiment pas bien là-bas. Là. Ça, c'est pas drôle. Non. Quand tu as ton pilote, ça fait longtemps que tu travailles avec lui, qui veut s'en aller, et semble-t-il que le chemin s'en va directement chez Haas. Là. Ça serait imminent qu'il signerait là-bas. Alpine, c'est curieux parce que au Grand Prix de Miami, c'était la première fois qu'il avait atteint le poids minimum de la saison. Donc, imagine le handicap que ça te donne. Même chose pour Williams, d'ailleurs, qui serait au-dessus du poids minimum en ce moment, ce qui expliquerait les problèmes de performance. Mais imagine une écurie de pointe avec autant d'investissements. Tu sais, la France, en général, en tout cas, les intérêts automobiles français regardent beaucoup Alpine à cause justement du motoriste Renault, mais également, ils ont un historique quand même de haute performance. Exact. Et là, de les retrouver aussi loin au classement, et de voir aussi que le leadership semble toxique, non? C'est ce qu'on pense. Ben, on de le savait que les l'extérieur. deux s'entendaient pas bien à la base. Là, Non, ces mais deux pas pilotes-là. entre les pilotes, mais même le leadership. Tu sais. Ben oui, aussi. Tout le monde quitte l'écurie. C'est vraiment triste ce qui se passe là-bas. Puis c'est une écurie qui, oublions-le pas, là, rivalisait il n'y a pas si longtemps avec les meilleurs d'entre eux autres. Là, t'sais. Fait que c'est vraiment, vraiment dommage. Voyons voir, on en reparlera la semaine prochaine si on a des nouvelles dans le cas d'Esteban Ocon. Faut terminer ça dans les prochains instants, mais allons-y avec Carlos Sainz qui joindrait finalement Audi. Ce serait rallié au projet Audi. Écoute, honnêtement, le Carlos Sainz qui est devenu... Les choses changent vite en Formule 1, hein, qui est devenu la commodité la plus hot qu'il n'y avait pas dans le marché. Red Bull le voulait, Mercedes le voulait, toutes les écuries se l'arrachaient. Et là, ces 3 seules options étaient Williams, Alpine et Audi. Et là, semble-t-il, s'en va chez Audi parce que son agent, on l'a vu dans Drive to Survive, on en a parlé il y a 2 épisodes, là, son agent qui est son cousin, qui est peut-être pas le client le plus facile à dealer avec. Là. Et bon, Qui s'appelle aussi Carlos. j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir la discussion entre les deux. Je pense pas que Carlos Sainz va être très content. S'il avait voulu embarquer dans le projet Audi, il n'aurait pas dit je vais regarder toutes mes options. Mais là, lorsque les options se retirent, quand l'option est sur la table, là, signe tout de suite. Puis ça vient encore dire ce qu'on s'entendait les 3, le toi, moi, Jean-Max, de dire que Carlos Sainz aurait dû signer rapidement. Là, venait de gagner un Grand Prix, tout le monde se l'arrache, signe mon homme, parce que tu sais pas comment ça va aller la semaine d'après. Et voilà qu'on est rendu là. Mais c'est parce qu'en F1, les perceptions changent tellement rapidement. D'un week-end à l'autre, ta perception change comme ça.
la semaine dernière ou il y a 2 semaines, Carlos Sainz, comme tu disais, c'était l'action qui valait la plus chère. Et puis là, il ne suffit qu'il y ait un problème mécanique dans ta voiture, comme Carlos a dit avoir souffert en fin de semaine. Et puis là, ben, tu te retrouves à devoir accepter un volant chez Audi. Moi, je suis un peu déçu. J'espère que c'est pas vrai parce qu'il y a plein de médias en ce moment qui essaient de sortir la nouvelle le plus vite. C'est vrai que... Ça vient de Correole et dello Sport, que c'est une rumeur qui sort d'Italie, comme quoi que ça serait imminent. Moi, donc, à sa place, comme tu dis, j'aurais jamais signé avec Audi. ben, il y aurait une option encore avec Mercedes pour une seule année, pour une seule saison. Ben moi, je prends 1 an parce qu'en Formule 1, comme on dit, ta valeur... Mais ça sert quoi? Ça sert à quoi pour Carlos Sainz de prendre une seule année? Moi, qui dit que si justement tu ne performes pas bien chez Mercedes, ils ne vont pas se raviser vu que tu es déjà là? Mais est-ce qu'il se met dans la position la plus avantageuse à ce moment-là aussi, pour la suite de sa carrière, de dire je m'en vais 1 an chez Mercedes? Non, c'est sûr. On n'est pas dans rendu après 6 courses, là, tu vas être confortable dans la monoplace, puis on va cligner des yeux pour être à moitié de la saison déjà. T'sais. Là, tu dois penser à l'an prochain, après 6-7 courses d'ailleurs déjà. Je pense que lui, il veut vraiment un contrat à long terme. Là. On n'est pas dans leur bottine aussi au pilote. Peut-être Carlos, en y pensant bien, il a fait Renault. Attends, il a fait AlphaTauri. Renault, McLaren, Ferrari. Peut-être que tu as envie d'avoir un petit peu de stabilité dans ta carrière. Il va avoir fait toutes les motorisations possibles. Pag, merci. Merci, Greg. Pour ce solide épisode, encore une fois. On vous laisse au bon soin de Fred Vallée, cette entrevue que j'ai réalisée après le Grand Prix de Miami. Puis nous, ben, on vous souhaite une excellente semaine. C'est encore une semaine de course. Puis on se retrouve lundi prochain pour un autre épisode de l'Épingle. Cette fois-ci, post-Monaco et avant le Grand Prix du Canada. Salut! L'événement Troc en stock est de retour uniquement chez le numéro 1 au Canada, GM Payet. Plus de 1450 modèles en stock. Pour les meilleures offres, GM Payet, c'est le plus grand centre du camion au Canada. L'événement Troc en stock, c'est bien des trocs maintenant. OK, Payet. On a la chance de s'entretenir avec un Québécois qui travaille à l'usine de Red Bull. Vous le voyez, là, il est tout beau là, sur l'écran ici. Établi en Red Bull. Et moi, ben, j'ai encore mon chandail de Lando Norris de McLaren. Alors, il y a un petit clash ici. On s'est chicané avant d'entrer en onde, mais inquiétez-vous pas, on a réglé ça. Frédéric Vallée, comment ça va, mon ami? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Merci de prendre le temps et être avec nous dans l'épingle. On a bien des questions techniques pour toi. Mais surtout, je l'ai dit, tu es un jeune Québécois. Tu as 23 ans, je ne me trompe pas. Là, tu restes en Angleterre. Tu travailles chez Red Bull. Là, tu vas nous expliquer comment tu es parti d'ici puis tu t'es rendu là-bas, où est-ce que tu es présent? C'est pas un parcours si extend que ça, tu vas voir quand même, là, mais il y a eu... j'ai fait mes sciences nat au Cégep à Lévis. Après ça, j'ai appliqué pour rentrer en génie mécanique à l'Université McGill. Puis j'ai vu qu'il y avait une équipe comme de formule électrique là-bas, là, où est-ce que, dans le fond, on design puis on construit une auto à chaque année, puis il y a un peu d'aérodynamique sur l'auto, il y a des dynamiques du véhicule aussi, puis c'est une voiture qui est électrique, fait qu'un peu de refroidissement, tout plein d'aspects qui sont reliés au génie mécanique. Fait que je suis embarqué sur cette équipe-là à ma première année, tout de suite en partant. Puis après ça, tout le monde dans l'équipe est comme par défaut intéressé à la Formule 1, fait que là, je me suis mis à m'intéresser aussi un peu à ça à ce moment-là. Ça va faire 3-4 ans à peu près, là. Puis après, l'étape qui suit souvent, c'est quand les stages sortent pour appliquer les équipes de F1, tout le monde s'en jase, tout le monde essaie de peaufiner son CV, de faire une bonne lettre de motivation, de bien faire les tests, puis d'appliquer. Puis je l'avais fait la première année que j'étais dans l'équipe, ça n'avait pas marché. Puis là, l'an passé, j'ai réappliqué. Ça fait 2 ans que j'ai appliqué, là, parce que ça fait 1 an que je suis ici. Puis là, j'avais réussi à l'avoir cette fois-là chez Red Bull. Ouais. Ben, félicitations. Hein, je pense que tu as appliqué, puis c'est un peu comme, j'imagine c'est un peu comme gagner la loterie pour un jeune ingénieur comme toi, là, de dire j'applique chez Red Bull, j'applique en F1 et je finis par avoir un stage. Il y a combien de gars et de femmes également qui veulent appliquer, veulent obtenir ces postes-là, puis qui les obtiennent pas à la fin? Oui, il y a beaucoup de monde qui applique, c'est sûr. Juste ici, on s'est fait dire qu'il y avait reçu un genre de 10 000 applications pour tous les différents stages qu'il y avait là. Fait que, alors, il y a du monde, tout le monde qui fait les équipes comme de formule électrique étudiantes à l'université appliquent pratiquement. Là. Fait que c'est assez populaire, puis c'est un bon passage à faire là, d'un an comme ça, parce que tu vas chercher de l'expérience pratique, puis tu apprends assez rapidement.
Donc, ton stage, c'est 1 an seulement ou là, ça a été prolongé ou une fois que tu es comme dans la famille, ils veulent te garder? C'est 12 mois, puis j'ai commencé en juillet 2023 l'an passé, puis là, je finis en juillet 2024 cette année. Puis après, c'est sûr que là, il y a des portes qui sont ouvertes pour un retour aussi là, pour quand je finis mon bac. Là, dans le fond, j'ai 1 an à faire encore pour finir mon bac à McGill. OK, donc tu dois retourner à McGill l'an prochain. Ouais. Et après ça, tu peux retourner, mais tu as déjà un pied dans la porte avec la gang de Red Bull. Là. Exactement. C'est une des conditions du stage, là, dans le fond, qui te reste au minimum 1 an d'études à temps plein à faire après avoir fait le stage, là, pour pas que tu t'en ailles direct d'une autre équipe aussi. Là. OK. Oui, effectivement. Ouais. Ce fameux gardening leave, cette clause de non-mouvement. Ouais, moi, ça va être du studying leave, malheureusement. Ça sera pas du gardening leave. Du studying leave à Montréal. Et étais-tu un fan? Tu dis, j'ai commencé à suivre ça sérieusement, mais à la base, étais-tu un fan de Formule 1 avant ça? Pas tant que ça, énormément. Là. J'ai commencé à suivre grâce un peu à Netflix aussi. Puis après ça, c'est ça, avec la gang de boys à Formule électrique à McGill, que eux autres étaient fans d'avant ça un peu aussi, là, qui ont initié un peu tout le monde. Là. Mais sinon, je ne suivais pas la course automobile ultra-mesure avant. J'étais au courant un peu de la Formule 1. Puis quand j'étais en génie mécanique, je savais que c'était une des avenues possibles de carrière. Là, mais c'était pas. Quand j'étais jeune, je ne regardais pas ça du tout. Là. Là, t'es-tu découvert une passion de tous les jours? Là, on te voit bien en Red Bull, c'est bien mis, mais de travailler dans cet environnement-là, de dire, écoute, là, de la course automobile, j'en mange, je vais être un meilleur ingénieur dans ce que je fais notamment, mais aussi, je veux travailler, je veux faire carrière dans ce milieu-là aussi. Ouais, c'est sûr que ça te hook quand même, là, parce que c'est contrairement à bien des jobs que tu peux avoir en ingénierie, tu vois le résultat, puis tu le vois très rapidement en Formule 1. Là, c'est ça qui est super intéressant. Puis tu as un feedback direct. Là, le stopwatch, c'est ça qui dit si tu as bien fait ton travail ou pas aussi. Là. Fait que, il y a cet aspect-là qui est vraiment cool. Puis l'aspect équipe aussi, là, avec toute la gang qu'on a ici, là, c'est assez soudé. Tout le monde travaille assez bien ensemble. Du monde, ça fait des années qu'ils sont là, comme il y en a des plus jeunes comme moi aussi qui commencent puis qui veulent un peu se prouver. Fait que ça fait une industrie puis c'est ça, c'est du sport aussi, là. C'est pas juste un travail. Là. Fait que c'est sûr que ça donne envie de travailler là-dedans, là, de faire un stage comme ça ici pendant une couple de mois. Là. Puis c'est quoi d'arriver là puis de travailler dans l'écurie qui est championne? Ça fait plusieurs années que vous gagnez le championnat des constructeurs. Là, toi, tu arrives là, c'est l'équipe qui est déjà championne. J'imagine que travailler n'importe où en Formule 1, c'est une grande fierté pour n'importe qui parce que c'est un sport qui est mondial. Puis on sait c'est le nec plus ultra de la course automobile. Mais d'arriver là, puis de surcroît, d'être dans l'équipe championne, ça doit être quand même quelque chose aussi. Oui, c'est sûr que c'est cool de joindre une équipe qui gagne déjà, puis qui est bien établie, puis que tous les outils sont là, puis ça roule. Il y a pas de. L'équipe est bien set-up, puis tout est organisé pour que tu fasses ton travail, puis que tu le fasses le plus efficacement possible. Puis il y a des trucs qui sont toujours en amélioration, c'est sûr, là, mais d'arriver dans une équipe comme ça qui est bien établie, qui domine, ça veut dire que les outils sont là pour que tu viennes faire ton travail, puis tu n'es pas à gosser sur des affaires connexes qui n'améliorent pas l'auto au final. Là. Fait que ça, c'est un aspect qui est nice, mais après, je peux pas vraiment comparer à ce que c'est ailleurs non plus. Là. C'est ma seule expérience, c'est ici. Là. Fait que, non, mais j'imagine que l'ambiance, tu sais, puis là, je sais que tu peux pas nous parler de ça, mais l'ambiance doit être meilleure actuellement chez Red Bull que, par exemple, travailler chez Mercedes, qui est un de vos compétiteurs, ou de travailler, par exemple, chez Williams, où est-ce que la progression est comme stoppée. Là, tu sais. Non, c'est sûr que dès que je suis arrivé, l'ambiance était bonne, mais il y a quand même un genre de. Il y a une espèce d'attente qu'on va gagner à chaque week-end quand même qui est là. Fait que il y a ça, mais il n'y a pas de. Il y a quand même moins une pression de toujours aller chercher plus parce qu'on sait déjà qu'on a quand même un petit avantage. Fait que il faut continuer, il ne faut pas être complacent avec ça non plus. Il faut continuer à pousser et aller chercher des améliorations, on peut aller en chercher. Mais ça reste que l'ambiance doit être meilleure ici nettement qu'elle était à Mercedes ou qu'elle est encore à Mercedes en ce moment, c'est sûr. Ils ont dû s'habituer un peu, j'imagine. Mais... Oh! En même temps, tu dis on s'attend à gagner chaque week-end, mais le ressentez-vous jusque à l'usine, par exemple, jusque dans le département d'ingénierie, lorsque, comme là, Red Bull, bon, écoute, un début de saison super bon au niveau performance, mais quand même, l'an dernier a gagné 22 des 23 courses, puis là, il y en a déjà 2 qui vous ont échappé là, en fin de semaine avec Lando.
en Australie, j'étais sur place là, quand on a vu. Les gens, même les fans de Red Bull, étaient quand même un peu excités de voir que là, Max allait abandonner, il allait avoir de quoi qui allait se passer. Tu sais. Vous autres, ressentez-vous ça directement? Vous dites, ah, boy, lundi matin va être tough en revenant à l'usine? Ou? Ouais, admettons aujourd'hui, là, je sais pas c'est quand tu vas diffuser ça, là, mais on est la journée après le Grand Prix à Miami, on est rentré à matin, on a regardé, on a écouté tout un débrief de Max, de Checo, voir c'était quoi qui avait pu être problématique un peu avec l'auto, qu'est-ce qui a amélioré et tout. On a regardé tous les upgrades que McLaren ont pu apporter pour avoir un peu plus de pace aussi en fin de semaine, mais au final, il n'y a pas eu de. C'était pas un gros choc à matin non plus. Là. On est rentré et on a fait le même travail qu'on faisait vendredi passé, même si en fin de semaine, on n'a pas réussi à gagner. Là. Mais c'est sûr que là, ça donne une petite motivation de plus quand même quand il y a un week-end comme ça. De faire comme là, ouais, il ne faudrait pas lever le pied non plus, puis il faut continuer à développer au maximum parce que les régulations, ça va faire 3 ans que c'est les mêmes. Fait qu'il va y avoir une certaine convergence en ce que toutes les équipes font. Puis là, tu vois que le field commence à se rapprocher un peu. Fait qu'il faut essayer de garder notre petit offset qu'on a. Ça allume le feu un peu en dessous des faufounes, de dire, OK, on est quand même premier, mais là, Mercedes, qui était à 1 minute et demie, pas Mercedes, pardon, McLaren, qui était à 1 minute et demie de nous autres au même moment l'année passée, viennent de gagner contre nous. Exactement, ils sont sur une courbe de progression qui est quand même plus solide qu'un autre en ce moment, mais ça veut. Tu finis toujours par un peu pogner un mur dans le développement, puis ça va vite des fois ça va moins vite. Fait que c'est pas dit que non plus ils vont continuer là-dessus, là, mais nous, il faut continuer à pousser et à travailler. C'est facile à dire. Là. Je sais que tous les pilotes disent ça tout le temps, qui pushing, là, mais c'est quand même la réalité de la chose. Hein. Oui, puis il y a des pilotes souvent qui parlent aux gens qui travaillent à l'usine. Lewis, notamment, lorsqu'il remporte des courses ou quoi que ce soit, ou dans les moments difficiles. Max également en a parlé aussi l'an dernier, avec raison. Écoute, je ne peux pas passer sous silence. Moi, je dois faire ma job. Tu réponds si tu peux, si tu ne réponds pas non plus. Il y a eu cette controverse un peu qui est sortie récemment avec Adrian Newey qui a décidé de quitter Red Bull avant la fin de son contrat. Lui qui est probablement le meilleur ingénieur que la Terre a porté en Formule 1. Toi qui arrives là comme stagiaire, tu as travaillé dans son département. De ce que je comprends, ça devait être toute une fierté. Est-ce que ça shake un petit peu les colonnes du temple quand un gars comme ça s'en va ou ça finit par être business as usual? Ouais, ben ça dépend à quel niveau tu es dans l'entreprise un peu, j'imagine. Là, mais moi, je suis dans le département d'aéro puis je fais du design. Fait que je dessine les trucs, on les simule, après on les teste en soufflerie. Puis c'est un processus qui est itératif. Puis Adrian donne beaucoup de suggestions, puis il y a des idées, puis il y a des bonnes idées, des fois des moins bonnes idées aussi, comme toutes nous autres. C'est sûr qu'avec toute l'expérience, tout le succès qu'il y a eu en F1, souvent il en a des bonnes quand même, mais ça reste qu'il y a tout un département qui est là encore, qu'il y a de l'expérience, puis qu'il y a du talent, puis ça fait longtemps qu'ils sont là, puis ils savent ce qu'ils font aussi. Là. Je veux dire, c'est pas sans vouloir rien y enlever. Je pense pas que c'est le début de la fin pour Red Bull pour autant si avec Adrian qui décide de quitter. Ben, il y a beaucoup de gens qui disaient ça, d'ailleurs, des gens bien au fait du dossier, des gens qui sont plugués chez Red Bull directement. Mais il y a tout le temps certains médias, certains journalistes, certains gens sur Twitter qui tentent d'aller chercher peut-être d'être sensationnels en disant ça, là, que c'est le début de la fin. Puis nous, c'est ce qu'on a semblé avoir comme information, comme quoi que non, pas du tout. Là. Ouais, ça donne des clics si tu dis que Red Bull tombe en morceaux quand même, alors qu'ils sont la meilleure équipe. Là. Mais de mon point de vue, en ce moment, il n'y a pas une grosse différence dans ce qu'on vient à faire. Puis c'est sûr que ça fait une personne expérimentée de moins qui peut donner son opinion. Mais je veux dire, je peux dire qu'il en reste une bonne douzaine d'autres qui peuvent le donner, puis que ça fait longtemps qu'ils sont là aussi, puis qu'il y en a d'autres passés. D'ailleurs, tu as parlé, là, on enregistre ça au lendemain de la victoire de Lando Norris à Miami. C'est une communauté qui est très serrée, la Formule 1 en Angleterre. Là, et d'avoir ce jeune pilote-là, moi, d'avoir quelques amis anglais qui sont plus ou moins impliqués dans la Formule 1, là, même d'autres pas pantoute. Je pense que Lando Norris est probablement le pilote favori des Anglais. Ça a été quoi même pour voir, en fait, chez les pilotes anglais, dans ces trois-là, c'est sûr que Lewis est très aimé aussi. Et George, le monde ne l'aise pas, mais les gens aiment beaucoup Lando de par sa personnalité aussi. Ça a été quoi comme les réactions, même dans une écurie adverse? Est-ce que les gens étaient quand même contents de voir que Lando a finalement remporté sa première course ou on se dit non, tout est contre nous autres, tu gagnes, on n'est pas content? Oui, c'est ça, c'est un peu mix quand même. J'ai rien contre le gars, puis c'est vrai qu'il est assez charismatique et tout, là, mais
suis rendu quand même assez attaché à l'équipe et à la performance qu'on a. Fait que, je peux être content qu'il ait sa première victoire et tout, là, mais j'aurais quand même aimé mieux que ça soit Max qui gagne en fin de semaine. On ne se tanne pas de le voir Mais, gagner, jamais? Ouais. Ben, quand c'est ton travail, puis c'est ce que tu as mis sa voiture qui fait un petit peu de la différence, au final, c'est ta victoire un peu quand même aussi. Là, fait que c'est dur de. Ben oui. Je veux pas. Tant que je travaille ici, en tout cas, je ne suis pas un vrai fan de F1 qui fait une course excitante. Là. Moi, si ça peut continuer d'être des victoires par 20 secondes à tous les week-ends, puis qu'on continue à être assez dominant, ça veut dire qu'on fait bien notre travail. Là. C'est intéressant de voir ta perspective. Puis c'est vrai que ça doit être toute une fierté de voir ça. Là, donc, de voir ton travail, puis comme tu dis, de le voir se réaliser à chaque week-end également. De dire, écoute, mon équipe, on a travaillé fort sur l'aérodynamique, puis là, on voit que ça donne plus d'appui, puis mais même, nous, on regarde ça en tant que fan d'F1 que Max gagne par 20-25 secondes. Ça ne nous dérange pas, Max a gagné, puis par une grosse marge, mais pour vous autres, ça fait toute une différence. On est allé chercher de la performance pour qu'il puisse encore pousser plus loin. T'sais. Exact, nous, c'est ça. On peut mesurer les paces après ça, week-end après week-end, puis on sait un peu où est-ce qu'on se trouve par rapport à la compétition avec ça. Fait que ça donne un coussin, puis ça donne un petit. C'est ça, un petit lousse. Je te pose des petites questions. On a vu, par exemple, Daniel Ricciardo en fin de semaine qui a très bien qualifié dans la course sprint, a terminé 4e dans cette course sprint-là. Puis après, il arrive en qualification, termine 18e, puis on n'a pas du tout de pace à ce moment-là. Red Bull est un peu l'écurie sœur de l'écurie V-Carb également, là, on le sait. Mais ma question est beaucoup plus technique. Est-ce que des changements peuvent se faire ainsi? On a vu la même chose avec Lewis 2 semaines avant. Des petits changements on considère que ça ne changera pas tant que ça, puis ça peut peut-être même améliorer la voiture, puis finalement qu'on perd de la performance en fou, puis que les autres se sont améliorés en l'espace de 2-3 heures. Là. Comprends-tu ma question? Oui, je vois ce que tu veux dire quand même, que c'est le setup de l'auto, puis tous les outils que les gars ont par rapport à. Tu as le niveau de downforce que tu peux avoir sur ton aile arrière, le niveau sur ton aile avant qu'il peut être ajusté. C'est sûr que l'aile arrière, ça dépend de ce que les équipes amènent d'un circuit à l'autre. Là. Toutes les équipes ont plusieurs niveaux qui amènent en fonction du circuit. Puis après ça, sur l'aile avant, tu as les clics sur les flaps qui vont changer comme le ballon que tu as entre l'avant et l'arrière. Ça peut changer d'une session à l'autre. Puis c'est de quoi que Ricciardo a pu changer d'une session à l'autre. Mais c'est plus des outils pour que les gars soient confortables avec le circuit, avec comment prendre les virages, puis un peu avec un ballon qui est optimal au final pour qu'eux se sentent à l'aise sur tous les virages, pour que ce soit un virage rapide, un virage lent, une chicane, une épingle, quelque chose comme ça. Fait que, il y a ces outils-là. Puis après aussi, tu as tout ce qui est les modes moteurs, là, que toutes les équipes ont une certaine allocation, tu prends une pénalité si tu changes de moteur avant ou après. Fait qu'il y a moyen de débloquer ton moteur un peu plus à certains moments si, je sais pas c'était quoi la stratégie de V-Carb en fin de semaine, là, mais si on décidait un peu de mettre tous les œufs dans le même panier, puis justement d'aller chercher un petit peu plus de performance pour le sprint, aller faire des points là, puis après ça, peut-être on se dit, on prend ça un peu plus mollo pour la course, on est allé chercher ce qu'on voulait, là, parce que des fois, c'est high risk, high reward un peu là aussi, la Formule 1. Là, fait que, mais c'est dur à dire. Là, ça se peut que des fois, un réglage de suspension ou justement un réglage comme ça d'aéro avant-arrière, ça peut faire une différence. Mais là, spécifiquement en fin de semaine, je ne pourrais pas dire c'est quoi qui s'est passé avec Danny Rick. Non, mais c'était pas là ma question, mais c'était de voir combien de petits détails qui comptent. Tu dis peut-être on a ajusté une suspension ou quelque chose comme ça. Ouais. Là, tu passes de la 4e à la 18e place. Je veux dire, il y a d'autres facteurs. Il y a le facteur humain là-dedans. Est-ce que Daniel est allé chercher son meilleur tour rendu là? Je sais qu'il y a plusieurs, mais je pense pas que nous, en tant que fans de Formule 1, me considère comme un observateur éduqué. Là. Je te dis, c'est la première fois qu'on se parle, c'est vraiment pas la dernière. Je suis loin d'être un ingénieur. Fait qu'à chaque fois que je vais avoir des questions techniques, je vais te les poser à toi. Mais je pense pas qu'on s'imagine à quel point il y a des détails minutieux qui se cachent derrière ça. Oh, il y en a des ajustements qui peuvent se faire. L'auto arrive et la géométrie est fixe sur le week-end. Mais après, il y a 1 million de trucs qu'ils peuvent faire sur le moteur ou sur tout ce qui est suspension. Puis, même moi, je ne m'y connais pas tant que ça là-dedans, honnêtement. Là, je développe l'aérodynamique de l'auto, fait que je me connais un peu plus là-dessus. Mais je sais que tous les gars qui sont en dynamique de véhicule ou en simulation puis qui runnent le simulateur aussi à l'usine avec les différents réglages que l'auto peut avoir, là, c'est un autre monde complètement. Là, puis c'est de quoi qu'il faut que toutes les équipes soient capables de nail parfaitement à chaque week-end aussi parce que tu as beau avoir, si tu arrives avec le meilleur char, mais tu n'es pas capable de le régler pour que ton pilote soit à l'aise avec, ça revient à un mauvais week-end.
Exact. Frédéric, vas-tu venir faire un tour au Grand Prix de Montréal? Non, probablement pas. Là. C'est ça, je finis fin juin, fait que ça va passer avant que je sois là. J'ai pu aller en Australie aussi. Ah oui, avec t'étais sur l'équipe, là, place? mais ouais, j'étais à Melbourne aussi là, pour la course. Ouais. Ouais. Bon, là, c'est là Fait qu'on que se j'étais rend là compte dimanche qu'on s'est. après-midi quand tout le monde était bien content que les breaks à max, c'est pas grand-chose. Même les fans de Red Bull, moi, j'étais dans la foule. Là, c'est plate parce qu'on se rend compte un mois trop tard. Avoir su, on aurait pu se serrer à pince peut-être là-bas. Mais on refera ça quand tu seras ici à Montréal cet été, c'est certain. Mais je suis content d'avoir quelqu'un qui peut témoigner que je disais pas des faussetés en ondes à ce Non, moment-là. ça a été un des moments joyeux de la course pour toute la foule. Là. Mais bon, je comprends quand même qu'après ça, la course a été un peu plus excitante puis que c'est vrai que ça a donné un bon show au final. Là, mais ouais, j'étais là, puis j'étais là avec un autre stagiaire en plus. Puis là, les deux, on voit ça. Il annonce ça sur le commentateur annonce ça sa radio là, puis on se regarde, on est comme on était un peu en maudit les deux, là. Mais bon, après ça, on a fait bon. On est à Melbourne, on est en Australie, puis on a profité pareil. Puis ça a été un super week-end. Là. As-tu vu, comme moi, beaucoup de ressemblances avec Montréal en Australie? Oui, quand même. C'est vraiment cool. C'est ça le circuit qui est en ville, comme ça que tu vois le skyline en arrière, tu as le parc, puis tout. Là. C'est cool. Là. Il manque juste la plage qu'on n'a pas à Montréal, malheureusement. Oui, ben, il y en a une petite, mais je suis d'accord avec toi que la petite plage du parc Jean-Drapeau, je veux dire, c'est pas comparable avec celle qu'on voit en Australie. Avec celle à Melbourne. Hein. Oui, exactement. Fred, merci de ton temps. C'est super apprécié. Je sais qu'il est rendu tard pour toi aussi. Beaucoup de travail aussi à faire pour le prochain Grand Prix. C'est certain qu'on refait ça. On va faire ça avec Jean-Maxime. On va faire ça avec Pag quand tu vas revenir ici à Montréal. Puis écoute, je pense qu'on va faire sonner tes courriels et ton téléphone pas mal plus souvent pour des avis techniques et des trucs comme ça. D'ici là, profite bien. Là, il te reste 2 bons mois à faire avec Red Bull avant ton retour qu'on va souhaiter dans les prochaines années en Formule 1. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir pris du temps. C'est super apprécié. Ça m'a fait plaisir.